J'invite Lindell Percio, donc, qui est vice-présidente de DEI Gare, Jean-Luc Ronget, président de DEI France, et maître Audrey Moyal, donc avocate sur le barreau de Nîmes. Bonjour, j'ai été présenté Jean-Luc Ronget, je préside la section française de défense des enfants internationale. J'ai une pratique dans les droits de l'enfant qui remonte au début des années 80, lorsque en Belgique j'ai exercé le boulot de juriste dans un centre socio-légal, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire je recevais des jeunes, j'appelais ça des jeunes, on appelait ça le service droit des jeunes d'ailleurs, mais pour la plupart mineurs. Jusque 1983, les mineurs étaient ceux qui avaient moins de 21 ans aussi. On leur conseillait, on les conseillait, que ce soit en matière de famille, quand ils disputaient avec les familles, en matière scolaire, notamment en matière de discipline, et quand il y avait contentieux, on leur désignait un avocat que nous avions les moyens de payer, car nous étions subventionnés par l'État. Chose qui en France se fait extrêmement difficilement, étant donné que le seul service droit des jeunes que je connais, c'est celui qui est établi à Strasbourg par l'association Thémis. Voilà, donc je me suis toujours intéressé évidemment à la justice et à l'accès à la justice des enfants. Je reviens de l'Assemblée générale internationale du mouvement défense des enfants international qui s'est tenu à Nouakchott en Mauritanie, qui a été précédé par 2 jours de forum sur la justice des enfants et la question des enfants privés de liberté. À cet égard, il y a une étude globale sur les enfants privés de liberté qui a été faite par Manfred Novak, qui est un expert indépendant qui a été désigné par le secrétaire général de l'ONU, qui a fait un rapport de 760 pages, sachant qu'il y a 7 millions d'enfants privés de liberté dans le monde. Et si ceux que ça intéresse, je dispose de l'adresse du site où on peut télécharger ce document, puisque les documents des Nations Unies sont en accès libre. J'aimerais bien, on a aussi, DEI France fait partie d'un réseau européen qui s'appelle Child Friendly Justice European Network, ça veut dire réseau européen pour une justice adaptée aux enfants, dont j'aimerais quand même rappeler quelques principes qui ont été adoptés par le Conseil de l'Europe en 2010. Ligne directrice du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants. Et ça me paraît quand même important de le rappeler parce que dans le contexte qui vient d'être discuté, dès leur premier contact avec le système judiciaire ou d'autres autorités compétentes, que la police, les services d'immigration, les services sociaux, éducatifs, les enfants et leurs parents devraient être rapidement informés, entre autres, de leurs droits, en particulier des droits spécifiques dont jouissent les enfants dans les procédures judiciaires ou non judiciaires les concernant ou pouvant les concerner, ainsi que tous les instruments de recours possibles dans un langage qui leur est adapté, des mécanismes d'accompagnement dont dispose l'enfant lors de la participation à des procédures judiciaires ou non judiciaires. Je rappelle notamment, pour ceux qui s'occupent des MNA, que toute personne en matière de protection de l'enfance qui s'adresse à un service social a le droit de se faire accompagner par la personne de son choix. Ça peut être un avocat, ça peut être un travailleur social, ça peut être aussi un membre d'une association.
Ce droit-là n'est en général jamais rappelé par les services. La personne donc peut se faire accompagner dans le cadre de l'expression de sa demande, tout en sachant que le travailleur social peut aussi exiger d'avoir un entretien individuel en dehors de toute autre présence. Mais c'est important et il y a quand même certains domaines de ces principes qui existent dans le droit français. Il faut parfois aller gratter pour les trouver. En tant que titulaire de droit, les enfants devraient avoir accès à des voies de recours pour exercer effectivement leurs droits ou répondre à une violation de droit. Le droit interne devrait faciliter lorsque cela est approprié et la possibilité d'un accès au tribunal des enfants qui ont eu une compréhension suffisante de leurs droits et des voies de recours. Là, c'est l'appel aux avocats. Et qui, malheureusement, en matière d'assistance éducative, dont la présence n'est pas systématique. Elle doit être demandée par l'enfant, alors que moi, qui vient de Belgique, bien que je pratique le droit français depuis 1999. Depuis 1991, la présence de l'avocat devant le juge qu'on appelle le juge de la jeunesse là-bas est systématique, que ce soit en matière pénale ou en matière de protection. Donc un accès au tribunal et ils doivent avoir une compréhension suffisamment de leurs droits et des voies de recours dont ils disposent. Bien sûr, disent ces lignes directrices, les avocats d'enfants devraient être formés, comme le précisait Jean-Pierre Rosenzweig il y a quelques minutes, et de bien connaître les droits d'enfants en s'y rapportant. Et ce sont des clients à part entière, ayant leurs propres droits, et les avocats devraient mettre en avant la vie de ces enfants. Ils devraient communiquer toutes les informations et explications nécessaires et les conséquences possibles de ces points de vue ou à vie. Mais on est les porte-parole. J'ai été avocat aussi pendant 5 ans. On est les porte-parole. Même si, quand on leur dit, tu sais, si tu choisis cette voie-là de défense, c'est peut-être pas la meilleure. C'est celle que je veux. Soit on dit, écoute, c'est vraiment contre ma conscience, à ce moment-là, je demande la désignation d'un autre confrère, mais c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Sinon, on est quelque part le porte-parole de l'enfant, même si on trouve que ces choix ne sont pas tout à fait adéquats. Et un enfant ne devrait pas être empêché d'être entendu du seul fait de son âge. Et on a entendu Maître Bargeton parler de ce problème. Si un enfant prend l'initiative de se faire entendre dans une affaire le concernant directement, le juge ne devrait pas, sauf dans l'intérêt supérieur de l'enfant, refuser de l'écouter et devrait entendre ses points de vue et avis sur les questions les concernant dans cette affaire. Quand on me dit que la cour d'appel de Nîmes ne veut pas entendre des enfants de moins de 16 ans, c'est complètement à côté de la plaque, à côté de ces lignes directrices qui datent quand même de 12 ans. Elles n'ont pas valeur légale, elles n'ont pas valeur contraignante en France. Mais par contre, il y a des directives européennes qui sont en train de se créer. Il y en a déjà. Et à un moment donné, la France va être obligée de s'adapter à ces directives européennes. Et ces directives européennes s'inspirent notamment des travaux qui ont été menés au Conseil de l'Europe, qui, comme on le sait, est une instance différente de l'Union européenne. Et il y a dans ces lignes directrices, il y a une chose qui m'a intéressé, c'est les affaires impliquant des enfants devraient être traitées dans des environnements non intimidants et adaptés à l'enfant. On sait que la justice, c'est un théâtre, que l'architecture est impressionnante, que quand on entre dans une salle d'audience, il y a cette estrade, et qu'on voit des hommes et des femmes déguisés comme au théâtre. Avant le commencement de la procédure,
dites ces lignes directrices, les enfants devraient être familiarisés avec la configuration du tribunal ou d'autres lieux et connaître la fonction et l'identité des agents officiels impliqués, avec un langage adapté à l'âge. Donc, en fait, un enfant qui est convoqué devant le tribunal ou qui doit comparaître pour être entendu, devrait pouvoir faire l'objet d'une visite préalable, histoire de le déstresser, histoire qu'il ne soit pas quand même trop impressionné, tout en sachant que, par exemple, pour les auditions devant le JAF ou devant le juge des enfants en matière d'assistance éducative, ça se passe dans un bureau et que, bon, c'est assez rare que le juge revête sa robe pour recevoir, il est en costume, cravate, comme tout le monde. Voilà. Je crois que c'était important de faire ce préalable, et j'en profite d'ailleurs que ma voisine soit présente. Je n'en ai qu'un exemplaire. Ça a été édité par DUI Belgique en 1918. C'est le guide pratique pour les avocats. Comment assister un enfant en conflit avec la loi. Non, 2018, oui. Vous pouvez évidemment le faire circuler. C'est notamment fait pour les enfants en conflit avec la loi, mais on voit que ça peut être adapté à pas mal de situations que vous rencontrez. C'est dans le cadre du réseau pour une justice adaptée aux enfants que nous faisons avec d'autres sections européennes de DEI, mais aussi avec d'autres associations étrangères. Merci. Maintenant, on va aborder le cas des mineurs non accompagnés, parce que mon intervention a quand même été un peu longue, j'en suis désolé. Et je vais donner la parole à Lynn Del Percio, qui assiste des MNA bénévolement, et qui peut décrire la situation, les situations qu'elle rencontre avec ces jeunes. Et après, je proposerai à Maître Moyal d'intervenir là-dessus, et j'interviendrai aussi sur ces questions des MNA et la situation spécifique qu'on rencontre dans le Gard, parce que là, il y a des choses qui m'ont vraiment choqué et qui font très mal. Bonjour. Donc, je représente DEI au sein du réseau Éducation sans frontières, qui est le réseau qui accueille les mineurs non accompagnés, qu'on appelle plus fréquemment MNA, lorsqu'ils ont été déboutés de leur minorité et qui veulent faire un recours. Alors, pour expliquer un petit peu ce que c'est que d'être débouté de sa minorité, un enfant étranger qui se présente dans le département du Gard, puisqu'on prendra cet exemple-là, arrive donc seul sur le département et donc doit se présenter aux services sociaux de l'enfance du département. Là, dans le Gard, actuellement, seuls 4 enfants par jour sont pris pour être mis à l'abri, première étape, et ceux qui ne sont pas pris le jour 1 reviennent le jour 2 ou le jour 3, et entre-temps restent dehors. Lorsque l'enfant est enfin mis à l'abri, il est confié à une association à laquelle le département a délégué l'hébergement donc de mise à l'abri et l'interrogatoire d'évaluation. Donc l'association, c'est l'Espelido. Et durant ce temps où les enfants sont mis à l'abri à l'Espelido, ils sont donc hébergés et nourris et reçoivent une petite gratification. Lors de l'évaluation, qui est un interrogatoire pour évaluer la minorité du jeune qui se présente,
Le travailleur social, qui peut être une assistante ou un assistant social, un éducateur ou une éducatrice spécialisée, ou une personne titulaire d'un diplôme d'économie sociale et familiale, pose des questions selon un formulaire, un interrogatoire qui a été validé par le conseil départemental. Et à la fin de cet interrogatoire, dont la durée peut s'échelonner de 30 minutes à 2 heures, donne son sentiment personnel sur la minorité ou non du jeune qu'il a en face de lui, ou qu'elle a en face de lui, ou d'elle, indépendamment des documents d'identité ou d'état civil qu'il peut produire. Et cette décision est fondamentale pour le jeune. Si le jeune est reconnu mineur, il est confié aux services sociaux, et donc là son parcours continue au sein de l'aide sociale à l'enfance. S'il est déclaré majeur, il est remis à la rue, et à ce moment-là, s'il est informé, il peut former un recours, et il vient voir les bénévoles du réseau Éducation sans frontières qui l'accompagnent dans cette démarche de recours. S'il n'est pas informé de cette possibilité, ben, il reprend son errance à travers la France. Dans un premier temps, ce qui motive notre mobilisation, c'est que nous voulons que la présomption de minorité soit reconnue et qu'elle implique la protection du mineur tant qu'il n'y a pas la preuve impartiale par un juge que l'enfant est majeur ou mineur, tant que la décision n'est pas rendue. Or, dans ce cas précis, les enfants qui sont donc déclarés majeurs par ces travailleurs sociaux, qui sont d'abord très peu nombreux, pas très bien formés de notre point de vue, en tout cas pour l'accueil de ce public de mineurs étrangers, de cultures différentes, qui ont subi des traumatismes très importants et qui sont des fois dans des attitudes psychiques de défensive, de peur, de crainte, qui ne sont très souvent pas crues, puisqu'on met en doute absolument tout ce qu'ils racontent. J'ai perdu le début de ma phrase. Donc, en tout cas, cet enfant, il se retrouve donc... la présomption de minorité, je vous prie de m'excuser. Cet enfant, il devrait pouvoir, pendant le temps où il fait son recours auprès de la justice, continuer d'être protégé tant qu'il n'est pas prouvé qu'il est majeur par un juge. On ne peut pas, de notre point de vue, considérer que la décision d'un travailleur social de déclarer mineur ou majeur à l'enfant soit tellement irrévocable que le gamin doit être mis à la rue. Voilà. Excusez-moi, je vais reprendre mes... Voilà. Donc, lorsque les enfants viennent nous voir à la permanence de Réseau Éducation sans frontières, nous faisons appel au bâtonnier pour la désignation d'un avocat ou d'une avocate qui va pouvoir défendre l'enfant, qui va faire valoir le fait qu'il est bien la personne qu'il est, qu'il a bien l'âge qu'il a. Et donc, cette procédure prend un certain temps. Elle est fonction à la fois du temps que prend le bâtonnier à désigner un avocat ou une avocate, qui est variable. En général, c'est assez rapide. C'est fonction de la rapidité avec laquelle l'avocat ou l'avocate désigné va rencontrer l'enfant quand il ou elle le rencontre, et le délai que l'avocat ou l'avocate va prendre pour déposer la requête. Autre délai qui vient s'ajouter à celui-là, c'est celui du magistrat à qui est confiée la requête et qui, en fonction de sa personnalité ou peut-être de ses contraintes ou je ne sais de quoi, peut convoquer dans le mois qui suit ou dans les 6 mois, voire 1 an qui suivent le dépôt de la requête. Et pendant tout ce temps-là, l'enfant pour lequel nous nous battons et que nous souhaitons voir présumé mineur est dans la rue et n'est pas protégé, donc livré à tous les risques que la rue fait intervenir.
Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. Alors, oui. Oui. Nous avons fait lire nous avons fait lire les évaluations qui étaient rendues par ces travailleurs sociaux, qui sont d'abord très peu nombreux pour la mission qui leur est assignée, qui pour certains finissent par jeter l'éponge parce que c'est une grave responsabilité de décider qu'une personne est mineure ou majeure sur quelques questions-réponses pas toujours très bien comprises. Et donc, dans ce contexte très particulier aux mineurs non accompagnés d'enfants qui arrivent seuls sur le territoire, coupés de leurs racines, coupés de leur culture, coupés de leur langue, et qui, même quand ils sont francophones, s'expriment très mal. Donc, on a fait lire ces évaluations à monsieur Joseph Contant, qui est psychologue au centre Franz Fanon de Montpellier, qui est un centre qui accueille des exilés, qui est une émanation, ce centre, du centre Primo Levi de Paris. Et voici ce qu'il dit. Actuellement, la procédure d'évaluation des MNA s'apparente à une procédure de demande d'asile sans en avoir les mêmes garanties. En effet, dans ces évaluations des MNA, il leur est demandé d'expliquer les motifs de leur départ de leur pays d'origine, de donner des détails sur leur parcours migratoire. Ainsi, par ces éléments, ils se doivent d'être convaincants, sans quoi la procédure d'évaluation conclut à une majorité. Alors, ils ne sont jamais informés du fait qu'ils puissent être assistés éventuellement d'un avocat ou d'un bénévole ou de toute personne de leur choix. Nous sommes donc sur une évaluation visant à déterminer la minorité, s'appuyant sur des éléments qui n'ont rien à voir avec la question de l'âge et qui se fait dans des conditions très violentes pour ces jeunes. En effet, lorsqu'ils sont reçus, les travailleurs sociaux font de leur mieux, mais le contexte d'interrogatoire, de suspicion qu'ils subissent vient s'ajouter à tous les traumatismes qu'ils ont déjà traversés. Là où la procédure de demande d'asile garantit un accompagnement social pour préparer le demandeur à élaborer son histoire, lui garantit un hébergement et une allocation, même après le premier refus de l'OFPRA de sa demande d'asile, ces jeunes MNA n'ont rien de tout cela. Ils n'ont pas d'accompagnement au travail du récit, sont mis à la rue si l'évaluation conclut à une majorité, le temps de leur recours devant les tribunaux. Donc, comme je vous le disais, qui peut s'échelonner de 1 mois à 1 an dans les cas les plus extrêmes. Ces évaluations ne sont ni plus ni moins qu'une demande d'asile qui ne dit pas son nom, totalement inégalitaire puisque différente d'un département à un autre, et n'offrant aucune garantie de protection auprès d'un public vulnérable de par son âge et son histoire. Les conséquences sur le plan psychologique de cette procédure sont catastrophiques et pas du tout à la hauteur de la nécessité d'aider ces jeunes. Hier, il y avait une conférence sur le droit des enfants et la santé mentale. Le représentant de la Défenseur des droits, le représentant régional de la Défenseur des droits, M. Blanchard, a évoqué ce problème des MNA et des conséquences du stress post-traumatique et des conséquences sur le mental des jeunes. Aucune formation sur le psychotrauma n'est dispensée aux travailleurs sociaux menant ces évaluations. Même s'ils font au mieux leur travail, c'est un public tellement spécifique, ces mineurs non accompagnés, que les travailleurs sociaux qui les entendent en évaluation devraient pouvoir bénéficier d'une solide formation. Or, ce n'est actuellement pas le cas. Elle participe à faire revivre à ces jeunes toute la souffrance vécue. Nous savons que ces jeunes ont connu pour certains l'enfermement, la torture, la traite ou l'esclavage. Aucune considération ni précaution n'est prise lors du recueil de leurs récits. La non-reconnaissance de leur minorité est un rejet profond de leur identité. Ça, c'est un article de la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit à une identité, et de leur histoire. La mise à la rue sans protection le temps de leur recours devant le tribunal les met en danger, tant sur le plan physique que psychique. Bonjour à tous, je suis Maître Moyal, je suis avocat au barreau de Nîmes et je fais partie du groupe des avocats de l'enfant. J'interviens notamment auprès des mineurs non accompagnés. Donc je suis le dernier maillon de la chaîne puisque après avoir vu les associations et après avoir eu un refus de protection
de l'État, les mineurs atterrissent notamment dans mon bureau avec d'autres consoeurs qui sont présentes ici aujourd'hui. Lorsque nous recevons la désignation du bâtonnier, nous avons systématiquement en pièce jointe de la désignation la copie de l'évaluation, puisque vous avez compris que l'évaluation, c'est finalement la pièce maîtresse, c'est ce qui va permettre de dire si le mineur va obtenir la protection de l'État ou pas. Donc avant même finalement de recevoir le mineur dans notre bureau, nous avons la copie de cette évaluation. Alors l'évaluation, elle contient quoi ? Elle contient l'identité que le mineur a déclarée aux travailleurs sociaux. Elle contient un paragraphe sur la composition de sa famille. Donc très souvent, le mineur explique qu'il a sa maman, mais qu'il a perdu son papa, ou qu'il a perdu ses 2 parents qui sont morts et qu'il a été élevé par la grand-mère, qu'il a 4, 5, 6 frères et sœurs dans son pays d'origine. L'évaluation explique ensuite pourquoi il est parti de son pays d'origine, les motifs qui l'ont poussé à partir de son pays d'origine. Donc là, c'est très souvent assez dur, même quand on est avocat, de lire le parcours de ces jeunes, puisque c'est vraiment un parcours terrible qui est décrit dans ces évaluations, où on peut du coup avoir un bref passage du coup des motifs qui ont poussé le mineur à partir. Alors souvent il a été mis dans un bateau par un autre membre de la famille, un oncle qui est venu le chercher parce que il vivait avec sa maman qui n'avait pas d'argent pour le nourrir ni l'envoyer à l'école, et puis il était battu par le nouveau mari de sa maman, donc il a fallu que la maman fasse appel à un oncle qui vienne le chercher, qui vienne le protéger et qui le mette dans un bateau. Ensuite, vous avez le périple, c'est-à-dire les différents pays qui vont être traversés par l'enfant, puisqu'il n'arrive pas en France tout de suite par un avion, hein. C'est rarement ça, enfin je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. C'est plutôt un bateau, puis après un deuxième bateau, puis ensuite un train, puis un deuxième train, où le mineur explique qu'il a souvent fraudé, hein, puisqu'il est rentré dans un train sans avoir de ticket. Et puis il explique qu'il atterrit, qu'il arrive en gare de Nîmes, et qu'en gare de Nîmes, il s'est présenté du coup aux services sociaux. Lorsqu'il est interrogé par les travailleurs sociaux, le mineur est très souvent tout seul. Il est très souvent tout seul et ça pose difficulté, notamment parce qu'il y a rarement la présence d'un interprète. Et nous, on le voit, quand on est avocat, on a des difficultés de communication avec ces jeunes qui, même s'ils essayent de parler français, c'est parfois compliqué. Et lorsque vous avez le travailleur social qui va poser des questions, déjà, il n'a pas 1 heure à lui consacrer, hein. Je pense que l'évaluation se passe très rapidement. Le mineur doit être mort de trouille parce qu'il a bien compris que de toute façon, il y a un enjeu à l'issue de cet interrogatoire. Et en tout état de cause, il y a très certainement des questions qu'il ne comprend pas, auxquelles il répond, alors qu'il n'y a pas la présence d'un interprète. Lorsque nous sommes avocats et que nous examinons tout de suite l'absence d'interprète, c'est un élément que l'on soulève effectivement devant le juge après, lorsque nous faisons un recours. Et d'ailleurs, lorsque le juge va entendre le mineur, l'avocat, du coup, prend le soin de demander au greffe à ce qu'il y ait un interprète dans la langue qu'il comprend pour l'accompagner. Alors, j'ai fait une seule audience en anglais, avec à l'époque Madame Lalande qui était juge des enfants, parce qu'il n'y avait pas pu avoir d'interprète dans la langue que comprenait le mineur, et du coup la juge, très gentille, a dit qu'elle allait tenir l'audience en anglais puisque le mineur comprenait l'audience en anglais. J'avoue que moi j'ai plaidé en français, j'ai pas réussi du tout à aligner 2 mots en anglais, mais la juge a fait un effort pour que le mineur puisse comprendre les questions qu'elle allait lui poser. Ce qui me gêne, moi, dans une évaluation, c'est notamment l'avis personnel, c'est ce que vous aviez dit, du travailleur social, qui va notamment mettre en avant l'apparence physique du mineur. Comment peut-on dire aujourd'hui, surtout que maintenant, un jeune homme de 16 ans, il peut facilement en faire 25, comment peut-on dire que par son apparence physique, il est aujourd'hui décidé qu'il s'agit d'un mineur ?
Et c'est très souvent le cas. Dans les évaluations, les travailleurs sociaux vont déduire de l'apparence physique qu'il s'agit en réalité d'un majeur, alors que ce n'est pas le cas. Alors vous allez me dire qu'on peut faire des tests osseux, qu'on peut faire des expertises, qu'on peut faire tout ça, mais ça n'a jamais lieu. Et en tout état de cause, de toute façon, la jurisprudence nous dit qu'on ne peut pas se baser uniquement sur les examens osseux pour déterminer la minorité ou la majorité d'une personne. Ce n'est pas suffisant, de même que l'apparence physique ne devrait pas être un élément qui permettrait automatiquement de dire qu'il s'agit d'un majeur. Pour les recevoir dans mon bureau, je peux vous garantir que si je devais me baser uniquement sur l'apparence physique, je dirais que 9 cas sur 10, je dirais qu'ils sont majeurs. Parce qu'effectivement, c'est des jeunes hommes qui ont toujours entre 16 et 17 ans et on est à la limite de l'apparence physique de majeur. Et nous ne pouvons pas nous baser uniquement sur ce point-là et c'est encore une fois un des points qui est le plus souvent mis en avant par les travailleurs sociaux. Autre point qui est relevé et que nous, les avocats, nous mettons que nous critiquons devant le juge, c'est le comportement du mineur. On va venir vous dire que le mineur se comporte de telle et telle façon lorsqu'on lui pose une question et que du coup, en fait, il n'est pas mineur, il est majeur dans sa façon de répondre. Là, encore une fois, je pense qu'il y a un manque de formation et d'analyse de la part de ces travailleurs sociaux qui se permettent un jugement de valeur sur un simple comportement d'une personne qui, encore une fois, est morte de trouille parce que la personne a compris qu'il y avait un enjeu hyper important à la suite. Donc nous, avocats, nous allons critiquer point par point l'évaluation qui a été faite par les travailleurs sociaux. Alors vous avez aussi la remise des documents. C'est important puisque le mineur, lorsqu'il se présente à cette évaluation, va montrer les documents qu'il a en sa possession et notamment les copies des actes de naissance. Donc s'il montre un document au travailleur social, le travailleur social va de lui-même dire moi je pense que c'est un faux. Il va remettre en cause l'authenticité d'un document alors que normalement le principe et le suivant, c'est que un document qui vient d'un pays étranger est réputé être véridique et c'est le département, le conseil départemental, s'il conteste la validité de ce document, qui doit en apporter la preuve contraire. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ce qui se passe puisque dans ces évaluations, vous avez systématiquement une ligne qui est toujours la même où le travailleur social se permet de remettre en cause la validité des documents alors qu'il n'apporte pas la preuve contraire, contrairement à ce que le Code civil lui impose. Voilà. Sachez que lorsque on fait un recours, alors moi j'essaye, lorsque je suis désignée, de le faire le plus rapidement possible et je pense que tous les avocats du groupe de l'enfant font pareil. Donc nous recevons déjà les pièces, donc ça nous permet de rédiger une requête assez rapidement. Les délais d'audiencement, alors je ne dirais pas jusqu'à 1 an comme vous, je ne l'ai jamais vu moi en tout cas, mais je serai un petit peu plus nuancée. Sur Nîmes, c'est on va dire maximum 2 mois. À partir du moment où nous avons déposé la requête devant le juge des enfants, c'est maximum 2 mois pour avoir une date d'audience. 2 mois c'est long, surtout lorsque le mineur est à la rue. Nous avons aujourd'hui aucun moyen d'accélérer la procédure il y a aussi ensuite, après, le délibéré. C'est-à-dire que nous n'avons jamais le délibéré le jour de l'audience et c'est encore repoussé d'environ 1 semaine, sauf si le juge décide encore de, par exemple, demander une vérification au service des douanes des documents qui sont fournis ou de demander une expertise médicale. À ce moment-là, ce qu'on essaye de faire, c'est de demander un placement provisoire en attendant la décision définitive du juge, puisque le juge des enfants peut accorder un placement provisoire en attendant le délibéré qui est prononcé. Bon, moi j'irai encore un peu plus loin et plus gravement.
Il y a environ 4 ans, j'assistais à Toulouse à un colloque sur la question des MNA, où étaient présents 4 directeurs, directrices en enfance famille, donc responsables de l'aide sociale à l'enfance il y avait de Haute-Garonne, du Gers, puis je ne sais plus, d'un département des Pyrénées, et puis le Lot-et-Garonne ou Tarn-et-Garonne, quelque chose comme ça. Il y en a une au moins qui avait l'honnêteté de dire, c'était la directrice du Gers, que les autres évitaient de parler nettement. Mais la directrice du Gers disait, ben oui, auparavant, quand c'était nos services de l'aide sociale à l'enfance qui faisaient les évaluations, on avait environ 20% de rejets, donc de garçons et filles que nous considérions comme majeurs. Mais depuis que nous avons confié les évaluations à l'association, c'est ARAP ou quelque chose comme ça, c'est 82% de rejets. Ces associations sont des mercenaires. Et le personnel est contraint de faire du chiffre. C'est comme ça que je vois les choses. Et sur des critères, mais complètement arbitraires. Une association qui était assez proche de mes convictions, avec laquelle je travaillais encore sur Paris, au début des années 2000, France Terre d'Asile, avait accepté ce rôle-là. Et nous avons, plusieurs associations, et la nôtre, examiné les critères d'évaluation. On était tombé de notre chaise. Trop grand, à des poils. Un discours incohérent, donc adulte. C'est bien de considérer les adultes comme des personnes incohérentes et les mineurs comme des personnes cohérentes. Ou le contraire, discours trop cohérent. Alors adultes aussi. Mais des trucs, en plus quand on croisait ces différentes évaluations, je me souviens d'un colloque sur les mineurs isolés à Paris. J'étais en discussion avec Pierre, il y avait Pierre-Henri, le patron de France Terre d'Asile, alors que je lisais les évaluations faites par ses services, il demandait à l'animateur, mais faites-le taire. Donc, c'est le sentiment que j'ai. Le problème, c'est aussi que la justice des mineurs ne semble pas accorder l'importance à ce genre de dossier-là, sachant que ce sont des jeunes à la rue. Je vous jure bien qu'un gamin qui se fait ramasser et s'est fait cogner par ses parents ou jeter à la rue et qui s'adresse au commissariat, le soir même, le substitut d'astreinte des mineurs le confie soit à un établissement hospitalier, soit à un foyer d'accueil d'urgence. Et il y a une discrimination à l'égard de ces enfants étrangers. Parce que le jeune qui exerce ce qu'on appelle le recours, enfin qui exerce la requête pour demander au juge « protégez-moi », s'il a été refusé à l'évaluation, comme disait Maître Moyal, l'examen de son affaire va mettre des mois. Et pire encore, dans le Gard, il y a un certain nombre de jeunes mineurs étrangers qui ont été confiés au département pour une durée de 6 mois. À charge de le temps, disait le jugement, l'ordonnance, qu'un certain mesure d'instruction soit accomplie, à savoir l'examen des documents d'identité et l'examen osseux. Déjà, erreur. Parce que l'examen osseux ne peut être commandé qu'à 2 conditions.
si les documents d'identité ne sont pas considérés comme valides, et 2, si l'âge allégué par le jeune n'est pas vraisemblable. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, il n'est pas question d'exiger un examen osseux, alors que dans certains dossiers dont j'ai pris connaissance, l'examen osseux avait lieu avant même que la PAF, donc la police aux frontières, ne donne son avis, sa soi-disant expertise sur les documents. Et par le contact que j'ai avec les avocats en France, bien souvent, la police aux frontières commet des erreurs, l'erreur classique. Bon, c'est une anecdote, mais l'erreur classique, c'est un certain nombre de jeunes dont la naissance n'a pas été déclarée dans les délais suffisants dans leur pays d'origine, doivent requérir ce qu'on appelle un jugement supplétif. Une fois ce jugement supplétif obtenu, ils peuvent faire enregistrer un acte de naissance dès que le jugement est rendu. À plusieurs reprises, la police aux frontières a déclaré que ce n'était pas valable parce que ces actes donc des actes de naissance avaient été rédigés avant l'expiration du délai d'appel de ce jugement supplétif. Or, quand on regarde le code malien ou le code guinéen, il n'y a pas de délai d'appel. Et ça, ils ont oublié de le dire. C'est un peu vicelard. Et il y a d'autres choses dans le genre. Revenons aux gares. Ces ordonnances qu'on peut appeler ce qu'on appelle les OPP, ordonnances de placement provisoire en cas d'urgence, article 375.5 du Code civil. Au terme des 6 mois, dans un certain nombre de dossiers dont j'ai pris connaissance, les mesures d'instruction n'avaient pas été accomplies. Et comme il y a eu un changement de titulaire à la juridiction, la juge qui l'a remplacé n'a pas renouvelé. Du coup, l'aide sociale à l'enfance dit je n'ai plus de titre pour accueillir ce mineur, allez hop, dehors. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, il y a une législation quand on sait lire le code de procédure civile. Parce que, effectivement, quand il y a décision provisoire, la décision sur le fond, donc le juge aurait dû se prononcer sur le fond, doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires. Mais ajoute cet article, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteurs, personnes ou services à qui il a été confié sur leur demande. Mais comme le gamin, il n'a pas de parents sur le territoire pour le réclamer, si on dit faute de quoi l'enfant est remis, mais quand l'enfant ne peut pas être remis, qu'est-ce qu'on fait? On le garde. C'est évident. On ne peut pas lancer un enfant à la rue. Le président du conseil départemental est garant du bien-être des enfants qui sont accueillis hors du domicile familial. C'est dans le code de l'action sociale et des familles. Et ça, on oublie cette lecture. Or, donc, un enfant et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se plaindre à la juridiction de ne pas rendre un jugement. Parce que quand, depuis 6 mois, 1 an, le juge ne reprend pas le dossier, on s'oriente vers le déni de justice. Mais le déni de justice, c'est un truc très compliqué parce que c'est une procédure pénale et c'est absolument très dur à enclencher et en plus, ça ne règle pas le problème. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est s'adresser au tribunal administratif. Donc commencer à se lancer dans des procédures administratives dans ce qu'on appelle le référé liberté. C'est quand
quand une décision, une mesure porte une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le problème, c'est que le tribunal administratif de Nîmes n'aime pas cette procédure et rejette à peu près toutes les demandes, puisque l'enfant était accueilli par l'aide sociale à l'enfance, qui ne peut pas être remis à ses parents, à ses représentants légaux, ou au service à qui il a été confié. Le service à qui il a été confié, il est là. Et le jeune s'y trouve. Donc il se fait que, de ce fait, le service ne va pas pouvoir recommencer la procédure d'évaluation, etc., puisque l'affaire a déjà été portée devant la juridiction. Et si la juridiction a confié l'enfant au service, c'est qu'elle le présume mineur, et seule l'autorité judiciaire est habilitée à décider de l'identité des personnes. Il n'y a pas d'autre autorité qui est capable de régler ce contentieux. Donc, en principe, ce jeune est toujours présumé mineur jusqu'à ce que la juridiction de l'enfance ait pu éventuellement prouver le contraire après un certain nombre d'examens. Et l'enfant devrait continuer à être confié au département, notamment par la procédure de recueil d'urgence qui est prévue par l'article L223-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que le service départemental accueille tous les enfants en urgence, qui ont des difficultés. Ils doivent se mettre en rapport avec les représentants légaux, et quand les représentants légaux sont absents ou sont incapables de donner ou ne veulent pas se décider, ils doivent prévenir le procureur de la République, qui, lui, peut prendre une décision d'urgence, notamment une ordonnance de placement provisoire. Je n'aime pas le mot placement, mais les OPP, c'est tombé dans le langage courant des juristes, ou que le juge des enfants se prononce dans l'urgence, interpellé par le parquet. Et en plus, cette façon de faire, si le département prenait ses responsabilités, ça accélérerait peut-être les dossiers qui restent en carafe chez cette juge dont on soupçonne qu'elle n'en a que foutre des MNA. J'avais encore des choses à dire, mais j'en termine là, je vais repasser la parole à Lynn. Oui, suite à ce que disait Maître Moyal, le cas de 1 an, on n'a eu qu'un seul cas d'attendre 1 an pour une décision. Mais ce matin, il y a 2 jeunes qui passent devant la juge des enfants et pour lesquels la requête a été posée par leur avocate le 15 mai. Donc ça fait 6 mois qu'ils attendent. Et les jeunes dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, donc qui ont été placés provisoirement et pour lesquels cette même juge n'a pas daigné prendre une décision, prolonger le placement ou bien décider qu'ils n'étaient pas mineurs, en tout cas prendre une décision, ils n'ont encore pas de date d'audience. Donc, ce que je voulais dire, moi, c'est que de toute façon, ce qu'on peut constater au vu de tout ce qu'on a entendu, c'est qu'on dénie à ces jeunes la présomption de minorité, et dans la mesure où ce sont des mineurs jusqu'à preuve du contraire, ils ont droit à toutes les protections que l'on accorde à tous les enfants, selon la Convention internationale des droits de l'enfant, bien évidemment, mais aussi selon plein d'articles de loi du Code de l'enfance ou du Code de l'action sociale et des familles. Je voudrais revenir aussi sur les travailleurs sociaux. Il y a énormément de travailleurs sociaux qui font
au mieux de ce qu'ils peuvent leur boulot. Ils sont soumis à une grosse charge de travail, à parfois des contraintes, comme le disait Jean-Luc, qui les oblige peut-être un peu à faire du chiffre. Ils ont à faire ça avec la formation qu'ils ont, qui est une formation d'excellente qualité pour tout ce qui concerne l'accueil des enfants, on va dire européens, mais je répète, pour ces jeunes mineurs étrangers, il y a vraiment besoin d'une formation spécifique complémentaire pour pouvoir les accueillir. En plus, on demande à ces travailleurs sociaux de décider donc de la minorité ou de la majorité d'une personne, de décider si les documents présentés sont valables ou pas, paraissent conformes ou pas. Pour certains, ça entraîne des souffrances énormes et on constate qu'à l'Espélido, il y a un gros turnover des travailleurs sociaux. Ça, c'était pour remettre les choses à leur place. Pour le placement provisoire, effectivement, de plus en plus, puisqu'on communique avec les avocates, les avocats qui accompagnent ces jeunes, on demande effectivement à ce que un placement provisoire puisse être fait. Les avocates le demandent. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation du juge ou de la juge. Et si la juge décide qu'il n'y a pas nécessité de placement provisoire, eh bien, ça n'est pas entendu. Comme le disait Maître Bargeton tout à l'heure, l'avocate porte la parole de l'enfant, elle va traduire auprès de la juge ce que lui n'est pas forcément tout à fait capable d'exprimer ou n'ose pas exprimer ou ne se sent pas le droit d'exprimer, parce qu'on sent ça aussi, une espèce d'impression qu'ils n'ont droit à rien. Si cette parole n'est pas entendue par la juge, eh bien, le travail de l'avocate ne peut pas aller au-delà, quoi. Voilà. Ce qui est notre combat, enfin ce qui me tient à cœur et ce qui tient à cœur à toutes les personnes qui accompagnent ces jeunes, c'est que la présomption de minorité soit reconnue, comme on reconnaît la présomption d'innocence de n'importe quelle personne qui est soupçonnée d'un délit, qui garde les droits d'une personne jusqu'à ce que la preuve soit apportée qu'elle soit responsable, coupable d'un délit. Et bien pour les mineurs, ça doit être pareil. Un mineur est mineur tant qu'on n'a pas apporté la preuve qu'il était majeur par les voies judiciaires. Avant de céder la parole à Jean-Pierre Rosenzweig, je vais quand même rappeler que un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamne l'Italie parce qu'elle n'a pas accordé la présomption de minorité à l'égard d'un mineur isolé étranger. Et il faut savoir que quand une décision comme ça de la Cour européenne des droits de l'homme tombe, la Cour de cassation française dit la France, les autorités françaises, notamment judiciaires, ne doivent pas attendre que la législation ait changé pour appliquer directement les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui s'est fait en matière de présence de l'avocat en garde à vue. Dès qu'il y a eu l'arrêt Saldus contre Turquie, un certain nombre d'avocats se sont lancés à l'assaut des juridictions pour contester le fait que les personnes gardées à vue ne pouvaient pas être assistées d'un avocat. La Cour de cassation a contraint à ce que ça soit d'application immédiate, quand bien même la législation française n'avait pas encore changé à cet égard. Jean-Pierre Rosenzweig a demandé la parole 2 minutes. À toute vitesse. Là, comme magistrat ayant eu à connaître depuis 94-95 environ entre 8 000 et 10 000 situations. Donc, je crois savoir de quoi je parle. Ce qui est intéressant, c'est la mutation qui est intervenue. On est passé d'une procédure, bien sûr, c'était diversifié sur les départements, mais grosso modo, si certains départements avaient une procédure administrative, d'autres avaient une procédure judiciaire. En Seine-Saint-Denis, on avait une procédure judiciaire. Même l'aide sociale en France disait tu fais ce que tu veux, je t'obéirai, mais je préfère que ce soit le juge qui intervienne que l'administration sociale. La montée en puissance du nombre de situations a fait que les pouvoirs publics ont été amenés à prendre un dispositif administratif qui rapproche plus les enfants des adultes migrants que de la situation des enfants. Et on a été d'ailleurs à 2 doigts. En 2018, le Premier ministre Philippe s'y opposait, Édouard Philippe s'y opposait, mais on a été à 2 doigts qu'il y ait un dispositif administratif spécifique pour les mineurs étrangers, alors qu'il y aurait eu un dispositif spécifique pour les mineurs nés en France.
Édouard Philippe leur a dit non mais c'est discriminatoire, c'est impossible que ça puisse être fait. Alors, un ou deux éléments pour restituer le débat. Aujourd'hui, et pour montrer que ça fonctionne quand même, bien sûr, il y a des progrès à conquérir, mais le dispositif fonctionne relativement quand même. Sur 170 000 enfants et jeunes majeurs qui sont accueillis par l'aide sociale à l'enfance, 27 000 sont des mineurs étrangers isolés. Donc il ne faut pas laisser à penser qu'il ne se passe rien. Ça représente sur 8 milliards 300 millions de dépenses de l'aide sociale à l'enfance hors dépenses de personnel, ça représente 1 milliard 2. C'est pas une paille. Donc il faut quand même entendre qu'il y a une pression migratoire en France, qu'il y a une pression liée aux enfants et que, et bien sûr, à leur place, on fera exactement la même chose, un certain nombre de personnes qui se présentent comme mineurs en France sont majeures. Et que dans l'intérêt de la protection des enfants français ou étrangers, on ne peut pas laisser se pervertir le dispositif. Hier, j'étais au Conseil national de la protection de l'enfance, on était en train de dire que des personnes de 40 ans qui se présentaient comme mineurs devaient être accueillies. Il ne faut quand même pas pousser le bouchon. Il y a un tas de gamins qui sont maltraités, qui sont en difficulté, etc. On ne peut pas, j'allais dire, préempter le dispositif de protection de l'enfance en lui faisant assumer des choses qui devraient être assumées par le dispositif d'accueil et de traitement de la migration. Sinon, on va vers des perversions absolues. Alors tout ça pour dire quoi ? Que ce à quoi on a assisté à l'heure actuelle, c'est effectivement que la justice est désormais non plus en première ligne, mais instance d'appel de l'administration. Et quand vous dites, par un lapsus, parce que pour moi c'est un lapsus, que les travailleurs sociaux décident que quelqu'un est mineur, non. Les seuls qui puissent décider de l'identité de quelqu'un, c'est l'État, et c'est pas le préfet, comme on le dit souvent avec Jean-Luc, c'est pas le préfet, c'est la justice. Le travailleur social ne donne qu'une expertise. Il donne un point de vue. Un juge, c'est pas vous les avocats que je veux le dire, un juge n'est pas tenu par une expertise. Donc, petit 1, la justice doit pouvoir intervenir, justice administrative, justice judiciaire, et elle est aujourd'hui instance d'appel de dysfonctionnement de l'administration. Et plus que dans d'autres domaines, il y a besoin de droit et il y a besoin d'avocats. Ça, c'est clair. Y compris qu'il aille jusqu'à la Cour européenne de justice, comme ça a été fait dans d'autres pays. Et dernière chose, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je le disais en plaisantant à ma voisine avocate. Moi, il n'y a pas un gamin qui se présentait dans mon cabinet qui était fondamentalement mineur, ça se voyait à l'œil nu, ou sur lequel on pouvait douter, mais qui alléguait que le soir même, il était accueilli. Et pas au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, etc. Et les juges qui laissent à la rue des jeunes qui sont à forte chance mineurs, les mettent en situation de danger. Il faut engager leur responsabilité pénale et civile, et la responsabilité de l'État. Bref, il faut des avocats plus offensifs. Je vous garantis que quand quelques magistrats auront fait l'objet de procédures de mise en situation de péril, ou de département, dans les situations dont tu parlais tout à l'heure, le département qui refuse, le juge pour enfants témoigne, dans 1001 situations concernant les enfants d'ici, le juge n'a pas eu le temps de prendre la mesure d'AMO et de la prolonger, il n'a pas eu le temps de prolonger l'accueil, l'administration continue. Il rend sa décision 1 mois avant, il rend sa décision 1 mois après, il n'y a pas de rupture. Pour les étrangers, il y aurait rupture. Oui, mais le problème, c'est que ici à Nîmes, ce n'est pas 1 mois ou 2, c'est 6 mois, 1 an. Attends, Laisse-moi terminer, Jean-Luc. Je veux simplement dire, moi j'ai l'impression que je débarque dans une autre planète, on ne peut pas banaliser le fait qu'un juge pour enfants donne un rendez-vous à 6 mois pour un enfant qui se prétend en danger. C'est du déni. C'est du déni. Il faut attaquer. Et là, il faut une défense. Au pénal. Il faut une défense de rupture. Hein. Rendez-nous Gisèle Halimi. Oui. C'est-à-dire que ce ne soit pas elle qui soit la plus importante dans l'affaire de Bobigny, c'est Joseph Casanova, dont personne ne parle. Il n'y a aucun mouvement féministe qui vienne dire que les 3 hommes qui ont rendu la décision de Bobigny ont fait basculer la cause des femmes au XXe siècle. Bon. Aussi. Je vais revenir sur cette situation absolument abominable. Et c'est vrai que contre cette juge qui tarde, on pourrait engager des procédures, mais évidemment, pour les avocats, c'est dur parce que ça les fout mal quand ils vont devant cette juridiction. Primo. Deuxièmement, ce qu'il y a lieu de faire dans la situation que j'ai décrite tout à l'heure, de ces OPP qui viennent à échéance, donc à déchéance, il n'empêche que les enfants doivent être remis. Et s'ils ce ne sont pas remis, le service doit les conserver. Et ça, c'est du domaine du tribunal administratif. Le problème, c'est que le tribunal administratif de Nîmes, il s'en tape.
et il vous envoie des ordonnances en référé liberté qui vous envoient promener. Et le problème, c'est que, oui, mais il y a une instance d'appel. En référé liberté, c'est le Conseil d'État. Bon, j'ai passé ma journée hier dans un dossier du Gard à faire une requête en 7 pages, rien que pour demander l'aide juridictionnelle qui avait été refusée dans un premier temps parce que le document n'était accompagné que d'une explication de 4 pages. Cette fois-ci, tous les moyens sont développés, etc. Dans un autre dossier, ça fait combien de mois qu'on attend la décision en matière d'aide juridictionnelle? Donc, pour qu'un avocat au conseil puisse être désigné, ça fait 4 mois qu'on attend la décision pour obtenir l'aide juridictionnelle. Pendant ce temps-là, le garçon, il est à la rue, il est de temps en temps hébergé chez l'un et chez l'autre, et il est nourri grâce à l'effort des associations. C'est impossible. Et moi, j'incite les avocats ici d'aller devant le tribunal administratif. La délégation du Gard et moi-même, je peux aussi soutenir ce qu'il y a moyen de faire, puisque ça fait longtemps que je travaille sur les dossiers. Il y a aussi un site qui s'appelle infomie.net et qui donne des informations absolument précieuses sur toutes les matières qui concernent les mineurs isolés étrangers, et qui même a un réseau d'avocats et juristes qui se réunit régulièrement. Je crois que ça va être notre tour d'interrompre. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, on va passer à la table. Merci.